Sophie Nordman, bonjour. Bonjour Vincent. Bienvenue dans Postpartum, un podcast qui mêle avec humour parentalité et création littéraire et propose ainsi à ses auditeurs de partager un moment intime et souriant avec un auteur ou en l'occurrence une autrice. Il s'agit donc d'une entrevue dont je vous donne le principe. Vous avez devant vous des cartes dont vous ne voyez encore que le dos, mais au verso de chacune de ces cartes que vous piocherez au hasard Balthazar se trouve une question qu'il va vous falloir, Sophie, s'il vous plaît, lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Très bien. On est OK? Allez. Votre éditeur vous annonce que vous ne pouvez plus publier de livres. C'est irréversible. Vous faites quoi? Je fais rien. J'attends qu'une autre occasion se présente, voilà. Et puis de toute façon, moi, je risque encore mais je suis pas avant tout un écrivain. Je suis philosophe, donc le fait d'écrire des livres, c'est pas mon activité principale, c'est juste un des vecteurs par lesquels j'essaye de faire passer quelque chose. Mais si c'est pas sous la forme d'un livre, ça va être sous une autre forme, sous la forme d'un enseignement, sous la forme d'autres choses. Donc finalement, si c'est pas publié, c'est pas si grave que ça. Et là, vous dites que vous n'êtes pas un écrivain. Vous faites partie des personnes qui préfèrent dire un écrivain à une écrivaine. Oui, c'est comme ça que ça me vient le plus naturellement. Oui, je dirais oui. Ok. Ouais. Sans aucun. Sans rien. Ouais, voilà. J'aime bien un écrivain. J'aime bien. Si on lance une recherche ADN, quel sera le pourcentage dans votre livre de votre ADN et celui d'autres autrices ou auteurs? Alors, je dirais vraiment pour le coup 50-50. Parce que, en fait, moi, je conçois vraiment la recherche philosophique comme une fécondation, une gestation et puis une naissance. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré... Alors par contre, mon enfant, il a plusieurs pères. Il n'en a pas un seul qui se partage les 50%. C'est-à-dire que moi, j'ai fréquenté très longuement Descartes, Spinoza, Kant et un certain nombre d'autres. Et cette fréquentation, elle a été comme une rencontre amoureuse qui a fécondé quelque chose en moi et qui a ouvert ce processus de création philosophique qui a abouti à la naissance d'un livre. S'il n'y avait pas eu cette rencontre amoureuse-là, il n'y aurait pas eu le livre à la fin. Et en même temps, c'est moi aussi qui ai apporté, qui l'ai porté et qui l'ai mis au monde. Mais il a été, il a été fécondé par tous ces philosophes que je fréquente depuis un temps maintenant assez long. Je ne vais pas toujours réagir. Alors... Des fois, je vous laisse tranquille. Moi, je dis OK. Oui, vous vous sentez seul, vous me dites. Hein, Oui, je me sens seule. Ah, OK, je suis là, Sophie. Il y a des naissances plus ou moins difficiles. Certaines laissent même des traces ou des cicatrices que l'on garde toute sa vie. Oui, c'est une question sans point d'interrogation. Je suis d'accord. De toute façon, pour moi, les naissances philosophiques sont toujours des naissances difficiles. Et c'est sûr qu'on en garde des traces toute sa vie. Je pourrais dire encore plein de choses parce que justement, c'est quoi une trace? C'est quelque chose qui est présent dans son absence. Une trace, c'est justement que la chose n'est plus là, mais qu'on en garde la marque. Et moi, cette question de ce qui marque une absence, c'est vraiment central chez moi. Et quand on a donné naissance à un livre, il y a encore la trace qui est justement la trace de son absence, mais c'est cette absence qui va pouvoir nous porter vers d'autres livres, justement. D'accord. La trace de l'absence, quoi. C'est ça, une trace. Oui. C'est la présence d'une absence. C'est ça qui est beau dans la trace. C'est comme dans l'homéopathie, en fait. Un peu pareil. Non. La mémoire de l'eau, tout ça, non, c'est pas pareil? Non, une trace. Si vous voyez par exemple la trace d'un animal, par exemple, une empreinte, c'est que l'animal il est pas là. La trace, elle marque son absence. Oui, il est pas là où il a la trace, sinon il y a pas de trace. La trace, c'est ce qui marque une absence, et c'est ça qui c'est ça qui est beau dans la trace, c'est que ça marque pas une présence, ça marque une absence. Moi, c'est ça qui me fascine. Ok. Voilà. Quelle est la première question qu'on se pose quand on envisage de mettre un livre au monde ?
Moi, j'ai pas envisagé de mettre des livres au monde. J'ai eu des occasions, j'ai eu des nécessités, donc je me suis pas vraiment posé de questions. J'ai eu des nécessités d'écrire qui ont conduit à certains livres, et puis j'ai eu des occasions, des rencontres, comme celle par exemple pour ce dernier livre. Et donc, je crois que si je m'étais posé trop de questions, il y a aucun livre qui aurait été mis au monde. D'accord, c'est des gens qui viennent vous proposer de faire des bébés et vous le faites. Ou alors c'est moi qui ai la nécessité d'écrire, mais pas forcément pour être publié. J'ai des fois écrit et puis il se trouve que un peu indépendamment de ma volonté, c'est tombé entre les mains d'éditeurs qui m'ont proposé. Mais j'ai jamais écrit en allant proposer à un éditeur mon manuscrit. Ça s'est toujours fait par des espèces de très heureuses rencontres. Une question postpartum. Est-ce qu'il existe une forme adolescente du livre avec une révolte contre l'auteur de ces jours ? Moi, mon livre, il est encore tout bébé, il est encore trop jeune pour qu'on refera un podcast dans quelques années et je vous dirai s'il est devenu ado. Ok. Oula ! Un pavé. Une question très longue sur un sujet très flou. Durant la période du postpartum, des phobies d'impulsion se manifestent souvent par la peur pour les parents de blesser leur bébé, de le noyer, de le brusquer ou de l'agresser sexuellement. Les personnes ayant ces phobies souffrent d'une terrible anxiété à l'idée que ces pensées obsédantes ne se traduisent en actes ou qu'elles ne dissimulent une partie très obscure de leur personnalité jusque-là méconnue. Avez-vous ressenti des phobies d'impulsion après la naissance de votre livre ? Pas du tout. Non, ou alors sinon elles sont vraiment très 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 infimes, mais non. Non, mais ça existe ce désir souvent. Ah oui, ça doit exister, mais alors moi, ça me parle pas du tout, non. Ok. Je vais t'embêter à écrire quelque chose de long, ça sert à rien. Est-ce qu'il existe des livres plus ou moins désirés ? Est-ce que ce sont les plus désirés qui s'en sortent le mieux ? Ça, oui, il existe des livres plus ou moins désirés, parce qu'il y a aussi des livres qu'on fait un peu pour la circonstance et puis il y a des livres qui obéissent vraiment à une vraie nécessité. En revanche, qui s'en sortent, est-ce que ce sont, je suis pas sûre que les livres les plus désirés, on les écrive pour qu'ils s'en sortent. Non, je crois même que c'est plutôt le contraire, parce que ceux qui sont les plus désirés, en tout cas pour mon cas, c'est ceux qui obéissent vraiment le plus à une nécessité interne, qui sont pas du tout écrits pour être jeté dans le monde et qui s'y fasse une place, non. Donc je dirais que c'est plutôt les livres qui ont le plus de chances de s'en sortir, c'est justement ceux qu'on fait pour les autres, et donc finalement c'est les moins désirés. En tout cas moi c'est mon cas. D'accord. On vous suit. Alors, une question magazine People. Est-il trop tôt pour boire une coupe de champagne ? Est-ce que je peux mettre des vêtements normaux maintenant ? Combien de temps avant de refaire l'amour ? Bon alors, il est jamais trop tôt pour boire une coupe de champagne. Il faudrait, toutes les occasions sont bonnes pour boire des coupes de champagne. Donc non, il est jamais trop tôt. Est-ce que je peux mettre des vêtements normaux maintenant ? Ça, je crois pas. Est-ce qu'un jour je pourrais mettre des vêtements normaux ? J'en suis pas sûre, parce que non, non, ça non, parce qu'en fait, quand j'écris un texte philosophique, je me déforme pas, au contraire, je donne ce que j'ai de moi-même. Donc après, je reviens jamais à la normale, en fait, puisque c'est ça ma normalité. Donc et puis combien de temps avant de refaire l'amour ? Ça par contre, il faut attendre un peu, parce que quand même, à un moment, il faut se reposer un peu avant de retourner dans cette fréquentation amoureuse donc là, et puis il faut aussi prendre un peu le temps d'élever son nouvel enfant avant de tout de suite penser peut-être à en faire un autre. Donc pour l'instant, moi, je suis vraiment dans ce temps-là. On continue ? Allez, on continue.
Est-ce que même s'ils naissent très différents de leurs parents, les livres ne finissent pas toujours par leur ressembler? Bah oui, moi je crois qu'ils ressemblent. En fait, je crois que le propre d'une création, qu'elle soit littéraire, philosophique, artistique ou quoi, c'est que on est le seul. Enfin, moi j'ai le sentiment, sinon d'ailleurs je l'aurais pas fait, d'être la seule à pouvoir écrire ce que j'écris. C'est-à-dire que moi, c'est comme si j'avais une petite musique intérieure en moi que j'entends, que je trouve qui sonne très juste et qui m'est vraiment propre. Il y a que moi qui l'entends. Et c'est cette musique intérieure que j'essaye de mettre en mots et de livrer dans ma. Donc forcément, elle est unique. Et dans ce sens-là, je crois que tous mes livres, c'est pas qu'ils finissent par me ressembler, c'est qu'ils me ressemblent parce que parce qu'ils font entendre cette musique intérieure que j'ai en moi. On en parlait juste avant d'enregistrer de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est pas le meilleur plaidoyer anti-intelligence artificielle, notamment pour l'écriture? Il s'agit pas d'être, à mon sens, il s'agit pas d'être pro ou anti-intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une technique. Le grand danger de la technique, c'est quand la technique nous domine. Mais si ça reste un outil, un usage qui est utilisé à bon escient, voilà, pour moi, il n'y a pas il n'y a pas à être pro ou à être contre. Il y a de savoir comment est-ce qu'on l'utilise. Et alors, ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien, si la philosophie et la recherche philosophique et la création philosophique, c'est de mettre au monde non pas des nouvelles réponses, non pas des nouveaux data, mais des nouvelles questions. Mettre au monde des nouvelles questions, c'est de toute façon quelque chose que l'intelligence artificielle, par définition, ne sera jamais en mesure de faire. Est-ce qu'il existe des livres malchanceux qui naissent avec des handicaps ou des maladies incurables? Malheureusement, d'abord, oui, il en existe beaucoup. Après, est-ce qu'ils sont pour autant malchanceux? C'est-à-dire que des fois aussi, c'est peut-être des fois justement dans les imperfections, dans les manques, qu'il y a quelque chose aussi qui s'exprime, à vouloir faire toujours. Mais je dis ça, je me parle à moi-même parce que c'est un peu mon cas. J'ai toujours envie de faire quelque chose qui soit parfait, je reprends, je retravaille, etc. Et des fois, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être justement dans les failles, dans les brèches, qu'il y a quelque chose aussi qui passe. Donc, oui, il y en a, mais peut-être que c'est pas une malchance, mais au contraire que c'est une chance, quoi. Quelle importance accordez-vous à la courbe des ventes de votre bébé livre? Alors vraiment aucune. La preuve, c'est que je n'ai pas la moindre idée du nombre d'exemplaires qui a été vendu à ce jour. Mais je veux dire, pas la moindre. Je pourrais même pas vous donner un ordre. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me renseigne. Et que pensez-vous des interventions thérapeutiques pratiquées par votre pédiatre éditeur? Je leur remercie parce que c'est quelque chose que que moi je suis incapable de faire. Et donc tant mieux. Je crois que ça se complète bien. C'est pas tout à fait le même travail d'écrire un livre et puis après de le. Non. Oui, mais est-ce que cette ignorance que vous avez des chiffres n'est pas une preuve de l'importance que ça représente pour vous en quelque sorte, parce que vous voulez pas savoir pour pas savoir, quoi? Non, je veux pas savoir parce que franchement, ça m'est indifférent. Mais vraiment, ça m'est vraiment indifférent. Je dirais, je sais que de toute façon, et c'est normal, un livre de philosophie, ça va pas être un best-seller à succès. Mais je veux dire, c'est le cas. Il y a aucun livre de philosophie qui est un best-seller. C'est comme, je veux dire, si c'est un peu pour ça. Qui aujourd'hui a lu le discours de la méthode de Descartes ou l'éthique de Spinoza? Je veux dire, c'est pas des best.
ça me semble, donc c'est un peu comme, je sais pas moi, un livre de poésie. Qui va aller se jeter sur une saison en enfer de Rimbaud? Enfin, personne. C'est pas du tout fait pour ça. Donc, honnêtement, enfin, c'est pas une fausse. C'est pas que j'occupe. Non, c'est que je crois que vraiment ça m'est assez indifférent. La seule chose, c'est que je me sens un peu vis-à-vis de mon éditeur. Je veux juste qu'il puisse tirer son épingle du jeu. Mais sinon, pour moi, à titre personnel, non, vraiment, comme si ça me concernait pas en fait. Ouais. Alors, comme celle-là. Est-ce que, comme pour les enfants, il y a un âge auquel il vaut mieux ne plus envisager de sortir un livre, même si on en a très envie? Ce serait un trop gros risque, aussi bien pour l'autrice-auteur que pour le livre lui-même. Bah non, alors ça, je crois que ce qui est bien avec les livres, c'est qu'il n'y a pas la ménopause. Enfin, tant qu'on a quelque chose en soi de vivant à exprimer, vraiment, pour le coup, il n'y a pas d'âge. Et donc, non. À propos du nom de votre livre, a-t-il été choisi juste après la naissance ou avant? Par qui? Et est-ce que vous êtes allé fouiller dans les noms des livres préférés des Français ou les plus usités? Non, alors moi, le titre de mon livre, il s'est imposé à moi, comme l'ont été d'ailleurs les autres titres. Et parfois, c'est des titres un petit peu obscurs. Hein. J'ai écrit un livre quand même qui s'appelle Phénoménologie de la transcendance. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus. Et là, la vocation de philosophe, ça s'est imposé vraiment à moi parce que, en fait, dans ce titre, quelque part, ça disait tout. Ça disait rien et ça disait tout en même temps. Et c'est ça qui m'a plu. Ensuite, j'ai beaucoup cogité. J'ai fait des listes, j'ai fait machin. Et puis finalement, ça a continué à s'imposer et je suis restée sur cette idée qui était la première. Une double question pratique. Qui coupe le cordon et qu'advient-il du placenta? Il paraît qu'il y a des gens qui le mangent. Alors, qui coupe le cordon, je crois qu'à un moment donné, il faut se faire violence et le couper soi-même. Heureusement qu'on a à un moment donné une date, parce que sinon, mais d'abord, est-ce qu'on coupe vraiment le cordon? Qu'est-ce que ça veut dire de couper? Est-ce que moi, par exemple, là, j'ai des enfants aussi par ailleurs, est-ce que j'ai vraiment coupé le cordon? Non, ils sont toujours là, quelque part, il y a toujours un cordon qui demeure. Je crois que c'est un peu pareil pour un livre. À un moment, on dit, bon, allez, là, il sort, voilà, c'est la sortie. Mais même quand il y a la sortie, le cordon, il est toujours là. Et le placenta, il va dans les disques durs de l'ordinateur, voilà. Et cela, on essaie de l'oublier et de plus trop y penser. Vous préférez mettre votre livre au monde à la dure, de façon naturelle, responsable, éco-bobologique, accroupi dans votre jardin ou plus confortablement dans une clinique et sous péridurale? Alors moi, c'est déjà la mise au monde, ça se fait déjà tellement dans la douleur que alors tout ce qui peut me soulager, je prends. Donc sous péridurale sans hésiter, et en même temps pour autant j'ai pas le sentiment parce que il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais si on a la péridurale, on va pas vivre l'expérience jusqu'au bout, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas parce que justement d'être soulagée de la douleur, ça me permet de vivre les choses encore plus intensément. Donc là, pas de doute, je prends la péridurale. Faut-il être dans une situation affective, voire amoureuse stable, pour envisager la naissance d'un livre? Est-ce que c'est mieux d'être en couple? Ouais, je pense que sans doute on est plus disponible quand même pour écrire quand on est dans une situation affective stable, c'est sûr. Après, moi, pour écrire, j'ai vraiment besoin d'être seule. J'ai vraiment besoin de m'isoler parce que, pour moi, écrire, c'est comme je le disais, c'est comme si j'avais une musique intérieure, mais sauf que j'essaye de la mettre en mots. Mais cette musique intérieure, elle est tellement recouverte par tellement de brouhaha, de cacophonie autour de moi, etc., que
que non, moi j'ai besoin donc j'ai une petite maison de campagne, je pars là-bas, je veux plus entendre parler de personne et je me concentre, je rentre en moi et c'est là que j'arrive à entendre cette musique presque inaudible et à la livrer. Mais ça, je peux le faire aussi parce que je sais que par ailleurs, il y a toute cette stabilité, toute cette affection et tout cet amour qui m'attend quand je rentre à la maison. Une question clivante. Pour ou contre l'avortement? On parle de livres. Si contre, pourquoi? Si pour, à quel chapitre? Je sais pas, on parle de livres, du mien, des livres en général. Moi, je serais... on parle de votre livre, oui. Moi, mon livre, oui, je suis... Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, waouh, est-ce que je continue, j'arrête? Est-ce qu'il vaut mieux arrêter? Non, c'est plutôt que non, je dirais pas ça. On continue, mais comment? Des fois, on se sent complètement. Et là, oui, moi, pour arriver à un livre de 150 pages, j'ai écrit peut-être 600 ou 700 pages. C'est-à-dire, c'est plutôt ça. C'est pas de l'avortement, mais c'est un exercice de renoncement. On peut pas tout dire, on peut pas parler de tout. On écrit des longs trucs et puis finalement on se dit non. Parce que là, non, on enlève. Donc c'est un travail d'élagage permanent et c'est vraiment un apprentissage de la frustration. Et pourquoi on enlève? Pourquoi on laisse pas? Parce que, j'en reviens, je repose toujours la même chose, parce que si on veut faire entendre la musique, la mélodie, l'harmonie d'une musique, on peut pas l'encombrer de tout ce qu'il y a autour. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Mais sauf que, vous voyez, des fois, quand on enchaîne une mélodie, ça nous emmène ailleurs et ailleurs et ailleurs et ailleurs. Et finalement, on aura envie d'écrire. On peut pas écrire toutes les musiques du monde dans une musique. Et si on veut que la musique, elle puisse être audible, si on veut pouvoir la faire entendre, il faut justement je fais toujours ce geste parce que c'est très ténu, c'est très fin. Et moi, c'est ce travail là qui est vraiment le plus difficile pour moi, mais c'est vraiment c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Et ça, c'est pour ça qu'il faut tout le temps enlever. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que les gens qui vous parlent de votre livre nouveau-né prennent des voix débiles comme pour les bébés? Et question corollaire, est-ce qu'on vous apporte des cadeaux de naissance? Y a-t-il un équivalent de Sophie la girafe pour votre bébé livre? Alors, non, les gens... Vous savez, oui et non. Je dirais oui et non parce que c'est sûr que quand on a un nouveau bébé, quel qu'il soit, les gens ils viennent vous féliciter, ils viennent tous vous dire que c'est formidable, que votre bébé est magnifique, etc. Donc mais ça fait quand même plaisir. C'est quand même ça qui fait plaisir. On se dit que peut-être que heureusement qu'il y a toutes ces marques d'affection et d'encouragement et de félicitations, même si effectivement on se dit des fois ça veut rien dire sur le bébé lui-même, les gens ils sont plutôt bienveillants. Mais non, par contre, les cadeaux de naissance, pour l'instant, j'en ai jamais reçu. Mais pourquoi pas? Je lance l'idée à mes prochains. Votre livre vient de naître et votre livre est moche. Ce n'est pas un beau bébé livre, vous l'aimez quand même. Évidemment, c'est mon livre, c'est mon bébé. Il est pas moche pour moi, il le sera jamais. Si les autres ils le trouvent moche, c'est eux qui ont tort. Voilà. Dans notre contexte de métaphore bébé-livre, à quoi ressemblerait une césarienne? Moi, ce que j'aime bien dans ce podcast qu'on est en train de faire, c'est justement, il a un truc très philosophique, c'est que il vient vous poser des questions inattendues. Parce que pour moi, c'est vraiment ça la philosophie, c'est de se faire bousculer par des questions auxquelles on s'attendait pas. Alors votre question, elle me déstabilise, mais j'ai pas la réponse immédiate. Je me la laisse, il restera une trace. Mais exactement. Est-ce que lorsqu'il part dans un autre pays et parle une autre langue, un livre devient un étranger? Moi, je vous le dirai quand ça arrivera, si ça arrive un jour, pour l'instant. D'accord.
Bon, c'est déjà la dernière carte. Oui. Est-ce que ça fait vraiment plaisir, toutes ces visites, ces photos, cette avalanche de signes amicaux quand on vient de mettre son livre au monde? Je crois qu'on a déjà un peu répondu à cette question. Ouais, disons que, à la fois, c'est les deux à la fois, parce que à la fois, c'est un peu pénible, mais en même temps, si ça n'existait pas, on serait tellement triste. Et comment vous vous sentez par rapport à l'aspect promotion qu'il faut faire sur un livre? Parce que vous êtes quand même quelqu'un, donc, dans votre maison de campagne, avec le café, le thé, j'ai l'impression. Et puis, votre stylo, vous écrivez, vous mettez 600 pages en 50 pages. Ouais. Et voilà. Oui, moi, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a des phobies sur le livre? Moi, c'est plutôt, je me dis, maintenant, il faut que je lui donne le meilleur, il faut que je fasse tout pour lui. Et pour moi, la promotion, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu, ok, j'aurais bien fait la grasse matinale jeudi matin, etc. Mais non, je vais me lever tôt pour aller répondre à des questions farfelues parce qu'il faut que je le fasse pour lui, il faut que je le fasse pour le livre. Donc je suis plutôt dans cette démarche-là. Et en même temps, je trouve que ce qui est génial, c'est que c'est tellement l'occasion de rencontres inattendues, de choses, de petits miracles qui se produisent que à la fois, ça c'est vraiment génial. Et qu'est-ce que vous lui souhaitez à votre livre? Si vous pouvez souhaiter quelque chose pour un livre comme pour un enfant, par exemple, on s'imagine, on aimerait pour lui que, ou pour elle que, etc. Est-ce que vous souhaitez quelque chose de particulier pour votre livre? Vous avez quelque chose en tête? Ouais, mais je saurais pas trop comment le formuler. Je souhaite qu'il fasse son chemin et qu'il essaime, c'est-à-dire que lui-même, il soit il devienne parent, que lui-même il engendre d'autres livres oui, complètement. C'est ça. Comme l'ont été pour moi les livres qui ont fécondé ma propre pensée. C'est ça que je lui souhaite. Eh bien, très bien. Sophie Norman, merci encore une fois pour ce moment de partage, car nous avons partagé, enfin surtout vous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La vocation de philosophe. Vocation, ça veut dire quoi exactement, vocation d'ailleurs? Vocation, ça veut dire vocatif, c'est-à-dire un appel. C'est-à-dire c'est comme un appel auquel on répond. Et c'est ça que je veux qui est au cœur de ce que je veux dire, c'est que la philosophie, c'est comme un appel qui vient nous bousculer. Un appel, on peut l'entendre, on peut pas l'entendre, on peut choisir de ne pas y répondre. Mais quand on y répond, ça vient nous ébranler et ça engage notre être. La vocation, c'est la réponse à un appel. Ouais. C'est ça. Ouais. Comme un ange qui passe et tout à coup, on a un appel, il y a une vocation. Ouais, c'est ça. Comme on a des vocations à être parents, aussi, des fois, mais... Ça peut. Ou ça arrive comme ça, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Justement, c'est ça. On ne sait pas. Ça arrive. Ouais, ça arrive. La vocation de philosophe, donc de Sophie Norman, qui est devant vous, aux éditions Kallman Lévy. Merci. Merci.